Je suis à Polègue, je suis au supermarché et je vais acheter du miel. Donc en passant en caisse, je vois le miel passer et je lis Ein Harod en haut, écrit. Et je vois que c'est sur une photo. Et en fait, je vois que cette photo, c'est une photo que je connais, que j'ai vue dans ma famille. Et que sur cette photo, il y a des membres de ma famille. Et je me dis, mais c'est nous, c'est ma famille. Et je me rappelle qu'il y a les gens autour, etc. Et je crie, je dis, regardez, c'est ma famille. C'est nous, c'est ma famille. Ein Harod. Et je me dis, waouh, mais je suis chez moi, quoi. Je suis concernée à 100% par ce pays. Dvorah Madeleine, bonjour. Bonjour. Vous avez grandi en France, dans une famille française. Oui, famille française. Dans un village dans le sud de la France, dans les Cévennes. Et vous n'avez pas demandé à votre maman comment vous vous êtes retrouvée dans les Cévennes? Bah si, mais elle me dit, voilà, ma maman, elle était israélienne, elle a rencontré un Français, ils sont mariés, et ils sont venus ici. Et elle est repartie, et maintenant elle est en Israël. Quand j'étais enfant, etc., que je vais en vacances en Israël, je me sens très bien en Israël. J'ai un bonheur incroyable quand je suis en Israël. Et je sens qu'on est chez nous en Israël. Il y a toute ma famille, il y a mes cousins, il y a toute la famille. Et je sens qu'en fait, on est étranger en France. C'est-à-dire, je sens ce côté où on n'est pas à notre place. Et souvent, d'ailleurs, je passe mon enfance à dire à ma mère, quand est-ce qu'on rentre en Israël, qu'est-ce qu'on fait ici? Et elle me dit, peut-être plus tard, on verra. Et moi, j'attends, je veux rentrer en Israël, je veux aller en Israël. Et donc j'ai cette envie toujours, je me dis peut-être le bac, etc. Alors on explore des possibilités, mais bon, la vie fait que, au final, ça se fait pas. Mais j'ai toujours cette envie d'aller vivre en Israël. Et il y a que quand je suis en Israël que je me sens chez moi, que je me sens bien, j'aime le temps, je trouve le pays magnifique. Et d'ailleurs, je voyage beaucoup, pour plein de raisons, mais ce sentiment que j'ai en Israël, je le sens que ici. Cette fameuse famille israélienne est illustre. Grande famille israélienne qui a beaucoup combattu pour le pays, qui a beaucoup donné. C'est une famille qui vient d'Ukraine, mais avant que l'Ukraine existe, donc à l'époque où c'est la Russie, à côté d'Odessa, d'un petit village qui s'appelle Ananiev, où il y avait une immense communauté juive. Et ils partent donc en 1919 en Eretz Israël, où il y a encore pas grand-chose. Parce que la misère de leur situation, les ghettos, les pogroms, la maltraitance. C'est-à-dire, je sais que par exemple, ils ont un nom de famille qui est une insulte, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'ils voulaient souvent changer de nom quand ils arrivent en Israël, parce qu'ils ont des noms de famille qui sont donnés par les Russes et qui sont en fait des sortes de noms insultants. Eux, ça s'appelait Yadskar, donc et Goldzeiger. Et je sais que par exemple, ça veut dire bûcheron. C'est-à-dire, ils ont une vie comme ça où ils sont dévalorisés. Je sais qu'on dit qu'ils doivent donner 30 ans de leur vie au tsar. C'est de la maltraitance quotidienne, quoi. Donc ils décident de partir. Ils partent. Comme tous les juifs de cet endroit-là, à cette époque-là, où ils partent aux États-Unis, où ils partent en Eretz Israël. Ils arrivent, ils sont à Tel Aviv. Tel Aviv, dans le quartier d'Yafo. Et ils ont une ferme. Et quand on voit donc les photos à l'époque, il y a rien, c'est-à-dire c'est une sorte de désert, quoi, un bord de mer. Ils sont une des seules familles juives qui est là, donc ils sont aussi hôtes pour les juifs qui arrivent. C'est une période où les juifs commencent comme ça à arriver, et en même temps il n'y a rien d'installé, donc ils sont un des seuls qui ont comme ça une grande maison, donc ils accueillent les autres. Yosef Freimbrenner est hébergé par ma famille, donc il a aussi cet amour de la langue hébraïque, d'essayer de reconstruire une langue qu'on va utiliser au quotidien et qui va être... Donc, il est dans cette mouvance d'amour d'Eretz Israël, etc. Et donc, il est logé chez mon arrière-grand-père. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont assassinés par un crime monstrueux, une histoire abominable. C'est-à-dire que, en gros, il y avait donc des Arabes qui étaient là, il y avait des Anglais, et c'était une période comme ça un peu incertaine. On savait pas ce qui allait se passer, qu'est-ce qui allait être décidé politiquement. C'est-à-dire que nous, souvent, on regarde ça, on voit, il s'est passé ça, tel accord politique, etc. Mais en attendant, les gens qui arrivaient, qui immigraient, qui étaient là, eux, ils vivaient et il y avait comme ça des incertitudes. Et je pense que, donc, de ce que je sais, il y a eu une révolte comme ça des Arabes, une des premières. Parce que eux, ma famille, donc, me disait que, en général, c'était pas avec les Arabes qu'ils avaient des problèmes, c'était avec des Anglais. Et donc là, quand on leur dit qu'il y a un problème avec des Arabes, ils se méfient pas, parce qu'en général, il n'y a pas de souci. Et on les prévient, apparemment, on leur dit « partez, partez », il y a une tension qui monte avec les Arabes. Ils étaient comme ça, cette mentalité comme ça, confiants, ils s'inquiètent pas, ils refusent de partir. Malheureusement, et ben, les Arabes les assassinent tous, mais dans des circonstances horribles, c'est-à-dire un crime de guerre, quoi. Ce qui est incroyable, c'est que vous n'aviez pas du tout connaissance de cette histoire. Vous l'avez découvert bien plus tard. Pas du tout. Nous, notre origine de notre famille, c'était israélienne, c'est-à-dire on n'est pas
des juifs de là-bas. Non, on est israéliens. Je sens qu'on a un lien fort avec le pays. Maintenant, je suis loin d'imaginer que c'est à ce point... c'est-à-dire, il y a eu des sacrifices pareils. Et une des survivantes, je crois, c'est donc mon arrière-grand-mère. Ça, vous l'apprenez à quel moment? En fait, je fais mon alia. Il y a 2 ans à peu près. On me dit qu'il y a le centenaire de cet événement. Et là, je me renseigne et j'apprends. Et ce qui me touche beaucoup, c'est que je vois qu'en fait, c'est 100 ans pile après donc, cet événement que je fais mon alia. Mon arrière-grand-mère avec mon arrière-grand-père ont fondé le kibbutz Ein Harod, c'est-à-dire avec un groupe comme ça de personnes, mais ils donnaient toute leur vie, leur énergie pour construire. Puis il y avait, au-delà de toute la dimension physique, il y avait la dimension, l'idéal politique, et qui était le plus important. C'est-à-dire que pour eux, ça représentait leur idéal, ce qu'ils voulaient construire, une société plus juste, que tous les juifs puissent vivre correctement, que chacun ait sa maison. Il y avait cette idée, moi par exemple, j'ai grandi avec cette idée que nous, le kibbutz, il n'y a pas de propriété privée, on a tous ensemble, chacun a sa maison, chacun... La voiture, elle est commune. Je grandis avec le Chadar Ochel comme ça. Le Cheder Ochel, c'est l'endroit où on va manger tous ensemble. Ce qui est incroyable, c'est que vous n'avez aucune conscience de votre judaïté. Aucune. Ni par votre mère, ni par votre grand-mère. Personne ne vous en parle. J'entends des histoires, comme ça on parle des fois, par exemple, ma grand-mère qui vient en France me lit des passages de la Torah, ma mère des fois aussi me parle de choses, mais il n'y a pas de « on est juif, on fait telle fête », il n'y a pas ce côté traditionnaliste, etc., pas du tout. Ma grand-mère avait cette culture kibbutznik où on ne parle pas, où il n'y a pas ce côté pratique religieuse, et donc ma mère grandit aussi avec cette vision-là, cette manière d'être, donc il n'y a pas, ça n'existe pas. Et en plus, ce qu'il y a aussi qu'il faut dire, pourquoi je me doute pas du tout de cette identité, c'est que je grandis dans un endroit où il n'y a pas de juifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de communauté juive, c'est un village. Donc je connais pas les fêtes, je rencontre pas quelqu'un qui me dit ah moi aussi. Donc pour moi ça n'existe pas. Mais votre mère, quand même, elle est juive, elle est israélienne, elle aurait pu vous dire bah toi aussi t'es juive. Cette conversation n'a jamais eu lieu. On parle pas de ça comme ça. C'est-à-dire on dit pas on est juif, on est. Par exemple même je vois quand on parle des juifs en disant eux les juifs. Une fois mon frère, donc on est dans notre village, il y a une bagarre avec des jeunes du village qui traitent lui et mon cousin Samuel de sales juifs. Et on est étonnés, parce que moi je me rappelle qu'à l'époque, donc j'étais enfant, je devais avoir 12 ans, quelque chose comme ça, et je me dis, tiens, c'est bizarre, pourquoi ils ont dit ça? Pourquoi ils nous ont dit qu'on était des sales juifs? Aucune conscience vraiment. Rien? Ça dure jusqu'à quand ça? Parce que quand même, en passant tous ces étés en Israël, vous avez bien dû en entendre parler. Ouais. Alors, bon, on va dire que l'événement, c'est que donc je suis en fac de droit, je termine mes études. Un jour, je rentre de la fac de droit et donc le Rav Arnaud à Montpellier, il a fait un centre comme ça, une sorte de cafette où il y a des cours pour les jeunes. Et donc quand je rentre, je vois qu'il y a une personne comme ça, un religieux, ce qui me surprend beaucoup à Montpellier. C'est très rare. Et donc j'ai envie de leur parler, de comprendre ce qui se fait là, parce que je sais que j'ai un lien. Je sens que j'ai un lien avec ces gens-là, mais je sais pas quoi, et en même temps, j'ai très envie de savoir. Je rencontre quelqu'un là-bas, et je lui demande ce qu'ils font, qu'est-ce que c'est, si c'est un supermarché ou quoi. Et ils me disent, non, on fait des cours pour les jeunes, viens si tu veux. Et donc moi, je suis mal à l'aise, parce que je me dis que peut-être je suis pas juive, donc je sais pas si je peux y aller. Alors je leur dis que je sais pas, que ça m'intéresse, mais que je sais pas si je peux venir, je sais pas si je suis juive. Alors ils me demandent, ils disent, comment ça? Alors je raconte que ma mère, notre famille est en Israël, mais que mon père n'est pas juif. Et alors ils me disent, si ta mère elle est juive, alors t'es juive. J'entends ça et je me dis, waouh, c'est génial. Je suis juive parce que j'avais eu cette question avant, mais j'avais un doute. Parce que voilà, les gens ne savent pas, mon entourage il n'y a pas de juifs, donc des fois on me dit que si mon père n'est pas juif, je suis pas juive. Je connais rien, je connais pas de mouvement juif, de jeunesse, de quoi que ce soit. Donc ouais, j'ignore. Et là, il y a un religieux comme ça, donc je me dis, il doit être au courant des règles, etc., qui m'annonce que oui. Donc je suis contente, je me dis, super, je suis juive. Et il me dit, si tu veux, viens au cours, demain il y a un cours, quelque chose comme ça. Et donc j'y vais. J'y vais, et quand je suis au cours, j'ai un sentiment très fort, je suis passionnée, chaque chose que j'entends me passionne. Je comprends rien, les 3/4 des choses que j'entends, Moshe Rabbeinu, tout ça, je comprends pas ce que ça veut dire. J'ai jamais entendu ces mots-là. Ça fait écho en moi à des choses. La sensation la plus juste que je peux décrire, c'est que j'ai eu l'impression de manger après avoir jeûné pendant 20 ans, je sais pas, pendant très longtemps. J'ai l'impression de retrouver une nourriture, quelque chose dont j'avais besoin. Tout d'un coup, je me sens beaucoup mieux.
Et du coup, ben, après, je veux savoir quand est-ce qu'il y a le prochain cours et je vais à tous les cours qui sont... Enfin, je vais... Avant, j'allais à la fac de droit qui était juste à côté. Là, je bifurque de la fac de droit et je vais à tous les cours qui sont organisés par la famille Arnaud. Alors, comment de là, tu montes en Israël? Alors voilà, ce qu'il y a, c'est que je voulais déjà venir en Israël. Mais là, ma perception d'Israël change. Mais même, je suis bouleversée de tout ce que j'entends. Parce que je me rends compte que bah, j'apprends toute l'histoire, les patriarches, les matriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov, tout ça que... Donc, ma vision d'Israël, ça devient pas juste le pays de ma grand-mère et de mes ancêtres, etc. Je me rends compte qu'il y a l'histoire d'un Israël et d'un peuple et que c'est la mienne, que j'en fais partie. Et donc, bah, là, déjà que je voulais aller en Israël, alors là... Je commence à aller comme ça au centre Olami à Montpellier. J'entends parler de Taglit et je m'inscris. Taglit, un voyage bouleversant pour moi. Pourtant, j'avais été plein de fois en Israël, hein, en soi. Mais là, en fait, ce qui se passe, c'est que donc il y a un guide et il fait un peu un voyage comme ça historique. On commence par le nord. Michael Gamrasny, je crois, c'est ça? C'est ça. Et donc, il nous explique l'historique du pays, etc. Et en fait, moi, j'entends le récit de l'histoire de ma famille. C'est-à-dire qu'il y a donc des gens qui sont arrivés d'Europe de l'Est, dans le nord du pays, et les kibbutz, etc. Et en fait, je comprends que toutes ces histoires que j'ai entendues, etc., depuis que je suis enfant, bah, c'est leur histoire à eux. Et je prends la mesure, en fait, de tout ce que ça veut dire, tous leurs sacrifices, tout ce qui s'est passé. C'est comme leur implication, en fait, pour ce pays. Et c'est très émouvant pour moi. Je passe une semaine comme ça, très émue. Je passe pour une folle là-bas, je fais que de pleurer. Et parce qu'en fait, je suis bouleversée de réaliser ce qu'est ce pays et ce qu'a été ma famille dans ce pays. Le guide, il me montre la page Wikipédia sur ma famille, il m'explique ce qui s'est passé, qui était qui a fait quoi, quel endroit c'était. Et donc moi, en fait, c'est trop fort pour moi. C'est-à-dire que moi, je suis pas juste en voyage, en fait, je réalise, je prends conscience. Voilà, bah, par exemple, ma grand-mère, les sacrifices que c'était, ses parents qui étaient absents parce qu'ils devaient construire le pays. Parce qu'au kibbutz, les enfants ne vivaient pas avec les... C'est ça, avec leurs parents, où ils les voyaient très peu, ils étaient tous ensemble. Et donc, je comprends que la tristesse de ma grand-mère, les difficultés dans le pays, pourquoi aussi peut-être elle a eu envie de partir en France, c'était un peu une fuite. Et donc, je comprends aussi toutes ces sortes de tensions qu'il y a en Israël. Et ouais, je réalise beaucoup de choses à ce moment-là. Alors, ce voyage Taglit, j'imagine qu'il déclenche l'envie définitive de faire l'Aliyah. Je me dis, en fait, qu'est-ce que je fais en France, vraiment, limite, je me dis, c'est honteux que je sois en France, dans le sens que je me dis, ils ont tellement donné, ils ont tellement fait, et même, donc, maintenant que j'ai étudié et que je comprends cette histoire, le Ham Israël, etc., et que je fais partie de ça, je réalise que j'ai rien à faire en France parce que toute ma lignée familiale et tout mon Ham Israël, ils se sont donnés autant, en fait, pour ce pays, et que c'est pas pour rien que je me sens autant liée à ce pays, et que je l'aime autant, et depuis toujours. Je parlais pas hébreu. Après, ce qui est fou, c'est que donc par exemple quand je fais l'Aliyah et que je commence à faire des petits boulots, je trouve dans un GAN, etc. Et je me rends compte qu'il y a des mots que ma mère me disait qui étaient de l'hébreu. Ça a été difficile l'atterrissage ou finalement t'étais comme un poisson dans l'eau? Ça a été plus qu'un poisson dans l'eau. C'était les rêves féeriques toutes les nuits, les réveils. Je me dis waouh, Baruch Hashem. Je regarde le pays, je me dis je suis enfin là, je suis enfin arrivée, je suis enfin dans mon pays, je suis heureux, je sors, j'entends parler hébreu, je suis en extase. En extase. Pourtant, c'était le corona, c'était le confinement et tout, c'était toute une galère, mais c'est pas grave, je suis heureuse, je suis très heureuse et d'affronter toutes les galères, il n'y a pas de souci. Alors, tu étais quand même diplômée en droit, comment... Oui, en plus. Alors ça, c'était le grand sacrifice, quoi. Parce qu'en soi, j'ai fait des bonnes études de droit, j'ai l'examen du barreau très tôt, je vais le passer en me disant bon, peut-être sur un coup de chance, et je l'ai. Donc j'ai plein de propositions, on me propose des choses très intéressantes, j'avais commencé à travailler à Paris dans un très bon cabinet. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que quand je commence à travailler à Paris dans un grand cabinet et que je vois le super boss dans le super bureau et que je travaille avec lui, et je me dis, en fait, il y a un moment comme ça où je réalise, je me dis, mais en fait, donc là, le maximum, je pourrais arriver à cette place-là. Et je me rappelle, j'étais dans le couloir du cabinet comme ça, c'était dans le rue Monceau. Donc un endroit magnifique, un palais quoi, et je me dis mais même si j'arrive là, jusqu'à là avec le bureau sur la vue sur la Tour Eiffel, etc. et que j'ai pas été en Eretz Israël, je serais triste. C'est-à-dire je serais profondément triste parce que je sens que c'est en Eretz Israël que je veux être. Et c'est comme ça que je pars. Donc dès que je peux mettre fin à mon contrat dans le cabinet d'avocat, je mets fin et j'organise mon Aliyah et je pars. Alors, t'arrives où? J'arrive à Poleg.
J'arrive à Poleg, à côté de Netanya. Là-bas, tout le monde dit « Ah, ben, c'est la petite Française qui fait son alia à Netanya, ben, qui a sa famille à Netanya. » Pas du tout. En fait, il fallait que je trouve un travail pour être indépendante financièrement. Et dès qu'on me propose quelque chose, on me dit « Oui, il y a une entreprise française qui a besoin d'un juriste pour je sais pas trop quoi. » Je prends, je m'en fous du salaire. Juste que j'ai un salaire pour pouvoir payer un loyer. Je commence l'Ulpan. Et je voulais donc travailler en même temps, donc les petits jobs en même temps. Et au bout d'un moment, je crois que ça faisait... Mais le temps est différent quand on est en Israël. C'est-à-dire que ça faisait quelques mois que j'étais dans mes petits boulots. Et d'ailleurs, il y a eu des périodes difficiles parce que, donc à un moment, je crois que je travaillais dans un magasin de vêtements. Et quand je sors pour aller donc faire ma énième journée à plier des jeans, etc., je reçois dans mon ordinateur une proposition donc d'un cabinet d'avocats qui m'avait cherché. Voilà. Et qui me dit, m'envoie une fiche avec un salaire, votre profil nous intéresse pour X et Y raison, on vous propose tant, on est très intéressés. Et moi, je repars plier mes jeans à côté de chez moi. Donc, ouais, bien sûr, il y avait des moments où genre, on se dit, ah ouais, quand même, je fais un petit sacrifice là. Mais heureuse. T'as une anecdote qui t'est arrivée, quelque chose d'un peu insolite, auquel tu t'attendais pas? Je suis à Poleg, je suis au supermarché. Je vais acheter du miel. Quand je prends le miel, donc j'ai beaucoup de mal à lire, je lis très lentement, etc. Je pose le miel et je vois comme ça sur le truc coulissant quand on passe en caisse, je vois le miel passer et je lis Ein Harod en haut, écrit. Et je vois que c'est sur une photo. Et en fait, je vois que cette photo, c'est une photo que je connais, que j'ai vue dans ma famille. Et que sur cette photo, il y a des membres de ma famille. Et donc parce que c'est une photo de l'époque à la fondation du kibbutz. Et donc je vois ce miel comme ça passer et je me dis mais c'est nous, c'est ma famille. Et je me rappelle qu'il y avait les gens autour etc. Et je crie, je dis regardez, c'est ma famille, c'est nous, c'est ma famille. Etc. Les gens diraient complètement folle. Et voilà quoi. Et c'est je pense que c'était les premiers mois de mon alia et je me dis waouh mais je suis chez moi quoi. Je suis chez moi, genre oui je suis concernée à 100% par ce pays. À quel moment tu décides d'essayer de reprendre ta passion? En fait, ce qui s'est passé, donc quand je suis dans cette période des petits boulots, une fois je trie mes papiers donc dans ma maison à Poleg, et en triant mes papiers, je tombe sur mon diplôme d'avocate, ma certification d'aptitude à la profession, et j'ai eu un choc, un grand choc quand j'ai vu ce papier. Parce qu'en fait, dans mon quotidien comme ça de galère, faire les papiers, il y avait le confinement, etc. J'oublie d'une certaine manière en fait que je suis avocate, etc. Je suis dans mon je dois apprendre à parler, je dois survivre, je dois toutes ces petites galères de faire l'alia, et j'oublie en fait d'une certaine manière. Je pense que j'oublie aussi pour me protéger mentalement, pour pas me dire voilà. Donc en fait j'avais fait un peu disparition de ça dans ma tête. Mais tu pensais vivre ici sans exercer ton métier? J'avais fait le deuil, c'est-à-dire que moi quand j'allais faire l'alia, on m'avait parlé de beaucoup de personnes qui étaient avocats et qui étaient partis, et que comme ils n'avaient pas réussi à exercer de la même manière, ils étaient rentrés en France. Et donc j'avais compris, puis même dans ma famille, donc il y avait une vision comme ça d'Israël très critique. J'avais entendu plein de fois que le travail en Israël c'est très dur et c'est très difficile de trouver un bon travail, et en plus les équivalents c'est une horreur. Et donc en fait j'avais tellement entendu ce discours de ça va être horrible, que moi dans ma tête je me dis bon, pour y arriver il faut que tu sois prête à céder à ça. Il est possible que tu ne travailles pas comme ça avec ton diplôme. Donc je pars en ayant fait le deuil. Je me dis bon, si c'est le prix, je le paye. Donc au final, quand je rentre et que je trouve des petits boulots, etc., je suis dans une espèce de survie comme ça. Et je pense pas tant à mon diplôme, de me dire je vois le diplôme, et là j'ai un choc et je me dis c'est vrai quand même, je suis diplômée, je suis quand même avocate. J'ai quand même passé quelques années à la fac. Et donc là je me dis bon, il faut que en fait c'est la période de mon Ulpan, je me dis à la fin de mon Ulpan, je crois que c'était 5-6 mois, quelque chose comme ça, je me dis quand ça va être la fin de cette période, il faut que je me bouge pour retrouver un travail mieux. Bien. Et du coup, c'est à ce moment-là donc que je cherche. Et il faut faire l'équivalence. Et là, quand j'appelle et que je commence à entendre parler de qu'est-ce que c'est, alors là, on a envie d'abandonner tout de suite, quoi, parce que c'est déprimant, c'est complexe, il faut emmener les diplômes, il faut traduire, il faut passer les examens, il faut faire le stage, bref. Donc bon, je me dis déjà, retourner dans un travail qui concerne le droit, ce sera déjà bien. Et donc là, j'entends parler de ce cabinet franco-israélien, et c'est comme ça que je retourne au droit.
et que je viens habiter à Jérusalem. Je suis très heureuse de retourner à mon travail. J'ai les premières conversations avec des clients en hébreu, etc., où je me sens catastrophique, mais ça me fait m'exercer, quoi. C'était important et ça t'a vraiment changé ta vie, en fait, d'avoir un coup de main d'avocats francophones qui ont fait l'ALIA comme toi, avant toi. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, en même temps, des fois ça aide et des fois ça aide pas, dans le sens que ça aide dans le sens qu'on voit que c'est possible et ça donne de l'espoir. Et en même temps, ça aide pas parce que des fois, on sent ils nous mentent pas sur les difficultés, sur la difficulté de pratiquer, le temps des équivalences et l'hébreu. Donc bon, mais si quand même, de base, je vois que c'est possible. Je vois des gens qui réussissent, qui ont eu un diplôme français, qui l'ont fait, qui ont un beau cabinet d'avocats, et même de ressentir la considération professionnelle, pouvoir dire à nouveau que je suis avocate. C'est un peu se retrouver soi-même aussi professionnellement. J'ai travaillé dans un autre cabinet d'avocats après, où je me suis très bien sentie. Ça a été l'endroit où je me suis le plus réalisée professionnellement. Je veux dire, j'ai une associée, Chloé Auplante, qui m'a fait vraiment confiance. On a travaillé main dans la main sur beaucoup de dossiers, dans mon domaine, dans ma spécialité. Donc j'ai senti que j'avançais professionnellement. Et j'ai décidé de passer mes équivalences. Moi, j'avais cette idée de, on fait ses études et après on travaille. Et moi, je me disais, bah maintenant je travaille, donc je vais pas retourner dans des études, c'est ridicule. Et ici, je me rends compte que non, cette vision-là, elle est pas juste. C'est-à-dire, on peut travailler et faire des études en même temps. Donc je me dis, bon, en fait, c'est jouable, je peux faire ça lentement, tranquillement. Je me suis dit, bon, au début, je passe quelques matières, après d'autres matières, et puis je rencontre aussi d'autres personnes qui me disent qu'elles ont fait ça et que c'est jouable et que ça se fait. Et donc je me calme un peu de l'angoisse que j'avais. Et je commence et je vois que c'est vrai, c'est possible, ça se fait. Par exemple, même moi, la traduction des diplômes, etc., j'ai l'impression que c'était tout un truc. Bon, je me rends compte que ça va, ça se fait. Je suis passée à Calita où on m'a conseillé, où là aussi c'est un des premiers endroits où on m'avait dit qu'est-ce que c'était le parcours de l'équivalence. En fait, je pense que oui, j'ai fait différentes rencontres comme ça qui ont fait qu'au final, la personne qui m'a vraiment mis le déclic, c'est donc une personne que j'ai rencontrée à Bélève ici. Qui était elle aussi, qui devait faire les équivalences et qui me dit non mais attends, parce que moi je lui dis non mais attends c'est un truc de fou, moi je veux pas faire ça, c'est trop long, etc. Elle me dit mais regarde, moi j'ai fait ça, ça et ça allait, et je vais partir parce que je vais me marier. Tu vas partir où? À Naharia. Naharia. Voilà, j'aimerais travailler à Haïfa, dans le nord quoi. Alors dans le nord c'est assez saisissant parce que c'est le berceau de ta famille, c'est ça qui est incroyable. C'est pour ça que quand ici on me dit ah mais ça va te faire bizarre de quitter Jérusalem, mais ce qui m'a fait bizarre c'était de venir à Jérusalem, c'était de vivre ici. On sent quelque chose ici, c'est très fort, c'est très. Et je me disais waouh, moi qui ai connu Israël du kibboutz, etc. Vivre dans cette ville c'est spécial. Il y avait une appréhension et c'était très surprenant pour moi. Dire moi ça me surprend moins de vivre à Naharia ou dans le nord comme ça que d'avoir vécu à Jérusalem. Des fois quand même je me dis c'est un miracle que j'ai reçu d'avoir pu vivre à Jérusalem comme ça un jour, d'avoir appris tout ça. C'est-à-dire que moi souvent je me dis waouh, je suis passée à ça, d'être complètement assimilée, de vivre en France, d'ignorer tout ça, toute cette histoire et ouais, d'être coupée d'une certaine manière de cette histoire, de mon héritage familial, du Ham Israël. Et ça je sens qu'il y a un miracle dans ça, que je vive comme ça ici, que je vais me marier avec un juif. Rien que ça, pour moi, c'était fou de base. C'était inattendu. Qu'est-ce que tu gardes de cette année-là, cette année plus? Beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, une vie très intense, mais beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. C'est-à-dire que chaque jour me réveiller, être heureuse d'être là, m'endormir, me dire ça y est, je suis en Eretz Israël. Quand je passe à côté de l'aéroport, j'ai peur, je me dis Hachem, que je dois pas repartir, je veux rester chez moi. Je sens que comme si j'ai attendu très longtemps et ça y est, je suis là et je veux rester. Tu sens l'âme de ton arrière-grand-mère en toi? En moi, non, mais je sens qu'on a un lien très fort, que je porte ma famille en moi, quoi. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'ai pris conscience de leur histoire et de tout ce qui s'est passé, pour moi, c'était plus envisageable de vivre en France. Par exemple, là, j'entendais des informations, etc. en France, je me sentais pas concernée. Je me disais, bon, c'est sympa, c'est intéressant d'un point de vue historique, etc. Mais c'est pas moi. Nous, c'est Israël et c'est ce qui s'y passe. Tout ce que j'entends relatif à Israël, etc., oui, là, ça me concerne, ça me concerne directement. Mais finalement, ce qui se passe en France, pour moi, j'avais ce sentiment qu'on était une famille égarée, perdue en France, mais qu'on n'avait rien à faire là-bas, quoi.
Comment tu résumerais cette période, tout ce qui t'est arrivé? Un grand bonheur, vraiment. Un accomplissement, un retour à soi-même. Je me rappelle une fois comme ça, j'ai fait un rêve quand j'arrivais en Israël. J'ai rêvé que je voyais dans la montagne comme ça où j'avais grandi, je voyais à l'intérieur, j'étais avec ma mère et je voyais un endroit où il y avait de l'or comme ça caché au fond, de l'or caché. Et en fait, après coup, je me dis quand j'étais là, et je me disais, ben ça y est, comme si cet or, je l'ai retrouvé, et cet or, je veux le garder. Et c'était ça en fait que je ressentais de l'Alia, c'était voilà, être dans l'or. J'ai cherché l'or, j'ai attendu l'or et j'y suis. Sentir l'air de ce pays, être ici, entendre parler hébreu, la manière dont chacun, les gens s'entraident beaucoup, même par exemple pour les rencontres, tout le monde se préoccupe, votre mariage et vos rencontres, etc. Cette espèce d'amour comme ça qu'il y a dans l'air pour tout le monde, entre l'entraide, toutes les entraides pour l'Alia quand vous n'arrivez pas à parler, etc. Tout cet amour-là, c'est tellement précieux. Et c'est un bonheur de vivre que voilà, rien ne me donnera envie de m'en éloigner.